Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de l'uranium du Mali. Alors, vous voyez, lorsqu'on parle de l'uranium du Mali, ça étonne un peu parce que les gens, généralement, ils vont parler de l'uranium du Niger. Voilà. Mais il se trouve que au même moment où, la dernière fois, j'ai suivi le président Abdourahmane Chani, le président du Niger. L'autre jour, je l'ai suivi. Il parlait de l'uranium du Niger que la France exploitait depuis les années 1968. Et puis voilà quoi. Et de cette période à maintenant, la France a continué à prendre l'uranium à des prix vraiment défiant toute concurrence. Tout ça pour le confort de la France et des Français et au détriment des peuples africains, de la population nigérienne. Alors il se trouve que au même moment où en 1968 la France elle s'était lancée dans l'exploitation de l'uranium au Niger, eh bien la France elle avait lancé aussi des recherches d'uranium ici au Mali. Au Mali, ils l'ont fait à travers une société qui s'appelle Cogema. C'est la Compagnie Générale des Matières Nucléaires. À l'époque, c'est cette société qui existait. Et cette société-là, c'est elle qui est devenue par la suite Areva. Et dernièrement, vous avez vu qu'Areva aussi est devenu Orano. Voilà. Donc, cette société-là, cette Compagnie Générale des Matières Nucléaires, eh bien, puisque la France, elle était chez elle, hein, la France, elle était chez elle en Afrique. Ils s'en foutaient. Ils disent que le Mali, c'est pour eux, le Niger, c'est pour eux, la Côte d'Ivoire, c'est pour eux, le Sénégal, le Bénin, Togo, tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, hein, tous les pays francophones, c'est pour eux. Hein. À l'époque, c'était comme ça, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Donc, ils ont lancé des recherches, hein. Ils ont lancé des recherches, et il se trouve qu'ils ont découvert de l'uranium ici au Mali. Où ça? À Faléa. Alors, Faléa, vous savez, le Mali fait frontière avec le Sénégal et la Guinée, donc c'est dans cette zone-là où le Mali fait frontière avec le Sénégal et la Guinée. Et ils ont découvert à l'époque de la bauxite, ils ont découvert du cuivre, 420 millions de tonnes quand même de bauxite, 5 millions de tonnes d'uranium, et voilà, ils ont découvert cela. Et il se trouve que, bon, voilà, euh, après, ils avaient à peu près 150 hectares, sur 150 hectares à peu près, ils ont fait des forages, etc. Et puis, ils en ont profité pour détruire la nature, hein, la biodiversité, les animaux, l'écosystème. Ils ont tout détruit, les puits, les eaux, ils ont... Mais n'imaginez pas, hein, ça a tué beaucoup d'animaux. Parce que les animaux partaient s'abreuver là-bas, ils mouraient systématiquement. Les oiseaux, tout ça, ils ont tout détruit, ils s'en fichaient. C'est des barbares, ces gens-là, c'est des barbares. Aucune pitié pour l'environnement. Et puisqu'ils se croyaient, ils étaient maîtres chez eux, donc pour eux, bon, il n'y avait rien à faire. Hein. Pour eux, c'est avec l'Afrique, c'est les rapports de cheval à cavalier. C'est eux le cavalier, c'est nous les chevaux, ils nous montent dessus et c'est tout. Voilà, donc ils ont tout détruit, ça a rendu des gens malades là-bas, effectivement, hein, oui, à l'époque. Hein. Et puis après, ils ont pris les bagages, ils ont dégagé. Parce qu'ils se sont rendus compte que, bon, voilà, ils ont vu que, bon, le Mali, à l'époque, lorsqu'ils ont découvert dans les années 70 l'uranium de Faléa, ils ont vu que bon, le Mali n'avait pas vraiment les infrastructures nécessaires, les infrastructures qu'il fallait, parce qu'il fallait qu'un ensemble de conditions soient remplies pour exploiter ce gisement-là qui était très 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 important. Et bien, bon, il n'y avait pas de route à l'époque là-bas, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de main-d'œuvre qualifiée, il y avait beaucoup de problèmes qui ont fait que pour Kojima, exploiter ce gisement allait coûter tellement cher, alors qu'eux, ils veulent le gratuit. Eux, ils sont à la recherche du gratuit. Ils sont à la recherche de quelque chose qu'on peut avoir facilement. C'est ce que le président Abdourahmane Chani l'a dit, le président, tchadien, le président pardon, du Niger l'a dit. Il a dit que ils exploitaient l'uranium du Niger et ils le prenaient pratiquement gratuitement. Hein. Voilà, donc chez nous au Mali, quand ils ont vu qu'ils allaient investir trop, ils ont tout laissé tomber. Ils ont préféré ne pas exploiter et ils ont été se concentrer sur l'uranium de quel pays? L'uranium de quel pays? L'uranium du Niger. Ils ont préféré aller se baser sur l'uranium du Niger. Et c'est la raison, parce qu'ils ont vu que là-bas, quand même, c'est à ciel ouvert, c'était beaucoup plus facile. L'exploitation allait coûter moins cher. Donc, c'est la raison pour laquelle ils sont partis là-bas. Voilà. Et puis, au Mali aussi, vous savez, dans les années 70, après, il y avait Modibo Keïta qui était là. Après, Modibo Keïta est tombé.
en 68. En 70, c'est Moussa Traoré qui est venu. Voilà. Et cette période aussi, des fois, ça allait, ça n'allait pas. Il y avait des petites tensions entre eux aussi. Donc voilà. Donc finalement, ils ont préféré carrément aller au Niger. Voilà. Alors, mais par contre, les experts, les spécialistes, ils disent que le gisement au Mali est très 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 important, hein, très très important, parce qu'à l'époque, les Français l'ont évalué à 5000 tonnes. Voilà. Et peut-être qu'une fois que les conditions seront réunies un jour, peut-être qu'on va l'exploiter. On verra bien avec qui on va faire cela. Mais maintenant, juste ce que je voulais dire, c'est que après cela, lorsque la France est partie en 2007, bah c'est qui, c'est, on va dire, attendez, je vais voir. En 2007, il y a la société Rockgate, il y a une société canadienne, qui s'appelle la société Rockgate, qui a obtenu de l'État malien un permis d'exploitation de l'uranium, voilà, sur la zone de Faléa. Voilà, donc il fallait faire des recherches. Et eux, ils ont fait attendez, je vais voir dans les papiers, ils ont fait à peu près 400 forages, hein, ah oui, ils ont fait à peu près 400 forages. Voilà, la société Rockgate, en 2007, a eu l'autorisation de l'État pour aller chercher, hein, et exploiter, vous voyez. Et puis à chaque fois, il faut le dire, hein, le contenu des contrats, personne n'était au courant. C'était bouche cousue, personne n'en parlait. Voilà. La population n'était pas informée, même au sein de l'État. C'est pas tout le monde qui avait l'information parce que c'était tout simplement des contrats léonins. C'était des contrats léonins. Les contrats léonins, vous les connaissez. C'est les contrats où les Français ou les Canadiens ont la part du lion. Eux, ils ont 90% et l'État malien a 10%. Voilà, c'est comme ça. Et même ces 10% pour les avoir là, c'est compliqué. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle il ne fallait pas voir le contenu des contrats. C'est pas comme aujourd'hui, en 2025, où on arrive à voir le contenu des contrats, etc. On voit beaucoup plus de choses. Alors, ils ont fait plus de 400 sondages exploratoires, hein, 400 sondages d'une profondeur allant de 100 à 300 mètres, etc. Hein. Et puis voilà. Et puis eux aussi, ils ont contaminé les eaux. C'est la même chose, hein. Comme les Français, ils ont contaminé les eaux, les puits, partout, quoi. Et il y a eu des milliers de personnes malades, il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de morts. Et puis il fallait faire plusieurs dizaines de kilomètres pour aller chercher de l'eau, aller vivre là-bas, quoi. Et c'était très 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 compliqué. Et ces Canadiens-là, il faut les poursuivre. Ces Français-là, il faut les poursuivre. Kojima, qui est devenu Arriva par la suite Orano, il faut les poursuivre pour ce qu'ils ont eu à faire à Faléa dans les années 70 et dans les années 2007 et 2009, là. Voilà. Et puis après ça, c'est en 2000, on va dire, c'est en 2009 maintenant, que la société canadienne, finalement, elle a fait appel à une société française, oui, une société française, pour, évidemment, et éventuellement, faire de l'exploration. Voilà. Donc, comme quoi, partout où il y a un Français, il y a des Canadiens. Partout où il y a des Canadiens, il y a des Français. Et il y a des Australiens partout. Donc, finalement, on se pose la question. Mais est-ce que réellement, ce n'est pas véritablement les Français qui sont derrière, en fait? Mais ils vont au Canada, et ils ouvrent les sociétés au Canada, et ils font les choses au Canada. Donc, ça donne l'impression que tout est le Canada, alors qu'en fait, au fond, c'est eux qui sont derrière. Ça, c'est des questions qu'on est en droit de se poser quand même. Voilà. Donc, ils ont fait appel, les Canadiens là, ont fait appel pour la réalisation des forages. Ils ont fait appel à une société française qui s'appelait Foraco. Vous pouvez taper sur Google, hein, Foraco, F-O-R-A-C-O. Ils ont fait appel à Foraco qui était basé à Marseille à l'époque, dans les années 2007-2009. Et c'est Foraco qui est venu, voilà, effectivement, voilà. Et puis, là, ça c'est la cerise sur le gâteau. Et c'est en 2011, hein, c'est en 2011 que l'ambassadeur qui était là, l'ambassadeur du Mali qui était là, il a dit que c'est Arriva finalement qui va exploiter les futures mines d'uranium du Mali. Voilà. Donc c'est ce qu'il a dit en 2011. L'ambassadeur de France qui était là à l'époque en 2011, voilà. C'est lui qui l'a dit parce que, voilà, il faut comprendre simplement que dans les années 70, quand ils sont venus, ils ont découvert, etc. Ils ont dit, bon, écoutez,
on va trop investir ici pour pouvoir exploiter. On va d'abord au Niger, on va puiser au Niger, mais pour le Mali, on va garder de côté. On garde de côté. Et après, dans les années 2010-2011, vous voyez, 2007, 2008, 2009, 2010, ils viennent à travers une société canadienne. Hein, ils disent, bon, écoutez, on va y aller, et puis on va y aller. Mais la société canadienne aussi, une fois qu'elle est installée ici, elle fait appel à une société française qui vient, qui exploite. Et donc, il va faire les fourrages. Et à l'ambassadeur français qui dit, bon, c'est Areva qui va exploiter ici en 2011. Oui. Et entre-temps, en 2012, il y a eu la crise que tout le monde a connue au Mali. Il y a eu des soucis, le président a été tombé, et il y a eu beaucoup de choses, voilà. Donc, globalement, c'est ce que je voulais vous dire par rapport à cela. Il faut savoir que c'est des gens qui toujours, ils vont se dire qu'il faut y aller. Ils vont se dire qu'on a découvert ça, il faut y aller. Il faut y aller au Mali parce qu'il y a ça qui nous attend. L'uranium les attend, quoi. Ils vont tout faire pour venir tôt ou tard. Oui. Mais il y a une partie qui est importante. Je ne saurais finir cette partie de l'uranium. Je ne peux pas la finir si je ne parle pas, si je ne rends pas hommage quand même à l'association des ressortissants et amis de la commune de Faléa. C'est une association qui s'est beaucoup battue, beaucoup battue pour éventuellement que les gens puissent être dédommagés et puis pour que les Français et les Canadiens ne détruisent pas davantage notre écosystème. Voilà. Donc, ils sont beaucoup battus. Et c'est tout ça qui a fait que bon, les choses se sont calmées. Donc, ça, c'est par rapport, c'est ce que je peux dire par rapport à l'uranium de Faléa. Donc, il faut qu'on retienne cela. Il faut que l'État malien retienne cela. Faléa, il faut tout faire pour contacter les Russes. Hein. Pour moi, c'est ça. Aujourd'hui, c'est avec les Russes qu'on fait tout. Hein. Vous savez, les Russes, eux, ce qui est bien avec les Russes, je vais vous dire, c'est très simple. La Russie, c'est 17 millions de kilomètres carrés. L'Afrique, ça fait 30 millions de kilomètres carrés. La Russie, c'est comme la moitié de l'Afrique, plus encore un peu. Plus encore 2 millions de kilomètres carrés. Donc, c'est un pays qui fait la moitié du continent africain, qui est un peu plus grand que la moitié du continent africain. Donc, ils ont tout ce qu'on a en Afrique, ils l'ont chez eux. Donc, c'est des gens qui vont pas te courir derrière pour tes ressources naturelles. Ils vont pas te courir derrière. Parce qu'eux, ils ont ça chez eux là-bas. Donc, c'est des gens, comme on le dit chez nous en Bambara, là, ou Akli, c'est quoi. C'est des gens, ils sont posés. Ils ne sont pas pressés. Si tu veux faire affaire avec eux, tu viens, tu fais affaire avec eux, il n'y a pas de souci. Si tu ne veux pas faire affaire avec eux, basta. Tu fais ta vie, ils font leur vie tranquillement. Et c'est tout. Avec les Russes, c'est ça, ils ne sont pas pressés. Mais ils ne vont pas venir te taper dessus, te frapper, te tuer pour prendre tes terres. Non, ils ont tellement de terres chez eux là. Donc moi, je pense que l'État malien, le président malien, actuellement, il est en Russie, hein, oui, c'est ça. Donc, ils peuvent voir avec le président Vladimirovitch Poutine, ils peuvent voir avec les dirigeants russes, comment est-ce qu'ils peuvent voir, comment ils peuvent s'intéresser à Faléa, hein, et puis voir comment est-ce qu'on peut aller faire de nouvelles recherches, voir si les gisements qui avaient été découverts par les Français dans les années 70, si c'est réellement réel, hein, ouais, et comme ça, voir ce qu'on peut faire. Hein. C'est quand même important qu'on essaie de voir cela. Bon, maintenant, ça c'était par rapport à l'uranium. Maintenant, je vais parler un peu de la culture du coton. Vous savez, nous, autrefois en Afrique, là, on faisait des cultures vivrières. Et les cultures vivrières nous permettaient de vivre tranquillement. On faisait la culture de ce qu'on voulait. On cultivait tranquillement. Chaque période avec les cultures, telle période on cultivait ceci, telle période on cultive ça, telle période on cultive ça. Hein? Et puis l'Afrique était autosuffisante alimentairement. Cheikh Anta Diop même l'a dit, l'Afrique était autosuffisante alimentairement. Mais qu'est-ce qui a mis un frein à cela? Eh bien, ce sont les grandes industries. Les grandes industries européennes, là, quand ils sont venus, ils nous ont embêtés. Ils nous ont embêtés, ils disent, bon écoutez, on nous a pris en esclavage, après on nous a pris en colonisation, on nous dit, bon, vous n'allez plus continuer à cultiver ça et ça et ça, nous on va vous dire ce que vous allez cultiver là. Donc ça a amené la famine chez nous. Ouais. Pendant que toi tu dois cultiver du riz, de la pomme de terre et autre chose, du manioc, je ne sais pas, ceci, cela, hein, des oignons par-ci et là, et toi on t'oblige à cultiver uniquement du coton. Parce que le coton là, on va prendre ça après, on met ça on met ça dans les trains, ça va dans les ports, arrivé dans les ports, ça monte dans les bateaux là. Quand c'est chargé dans les bateaux, ça va en Europe,
et pour aller développer les pays européens et les pays américains. Et pendant ce temps-là, nous, après, il y a la famine. Oui. Donc, ça, c'est des choses, il faut que tôt ou tard, l'Afrique puisse porter plainte contre ce qui s'est passé, ce que nos peuples ont vécu par rapport à cela. Hein. La culture du coton a eu un impact significatif, mais très significatif sur l'agriculture malienne, oui, et l'agriculture dans nos différents pays africains, oui, parce qu'ils nous ont empêchés éventuellement de faire ce dont on avait l'habitude de faire, et on cultivait uniquement le coton pour eux, pour leurs intérêts, pour leur industrie, pour avoir des habits, ceci, cela. Voilà. Et elle a effectivement pris une place importante, parfois au détriment des cultures vivrières locales, comme je le disais à l'instant. Cela a pu poser des défis en termes de sécurité alimentaire. Effectivement, c'est ça qui a conduit nos pays à ne plus être autosuffisants sur le plan alimentaire. Historiquement, la culture du coton en Afrique a été fortement influencée par les puissances coloniales. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait, c'est très clair. Il faut qu'on retienne cela. Cheikh Anta Diop l'a dit. L'un des savants africains qui a le plus parlé de ça, c'est Cheikh Anta Diop. Il faut aller lire ses livres. Ah, ce monsieur était un vrai savant. Les pays africains ont souvent été encouragés, voire forcés à se concentrer sur cette culture, la culture du coton, pour approvisionner les industries textiles européennes. Voilà. Cependant, il est important de noter que de nombreux pays africains cherchent aujourd'hui à diversifier leur culture pour assurer leur propre sécurité alimentaire et réduire leur dépendance du marché mondial du coton. Voilà, maintenant on essaie de se débrouiller un peu. Et voilà, effectivement, l'histoire de la culture du coton en Afrique est marquée par des chapitres sombres. Il y a eu beaucoup de chapitres sombres. Ouais, parce que là, quand on vous disait de cultiver, là, si tu ne fais pas, on te tue. Quand on te dit de laisser ce que tu cultives et d'aller faire ce qu'ils veulent, tu ne fais pas, on te tue. Voilà, et c'est comme ça. Pendant la période coloniale, les populations locales ont souvent été soumises à des travaux forcés et à des conditions extrêmement difficiles pour cultiver le coton. Les violences et les abus étaient malheureusement courants. C'est une partie de l'histoire qui est important de connaître pour comprendre les défis auxquels sont confrontés certains pays africains aujourd'hui. Ouais. C'était forcé, hein? C'était forcé. Ah oui. Et en tout cas... Maintenant, quand on pose la question pourquoi on nous obligeait à cultiver le coton, bah, c'était simplement l'objectif principal était de fournir du coton à bas prix pour les industries textiles européennes. Et comme ça, cela a permis à l'Europe de se développer. Et nous, aujourd'hui, bah, c'est au détriment des pays africains. Hein. Voilà. Économiquement, l'Europe s'est développée grâce à cela, mais au détriment des pays africains. Voilà. Et ça, c'est une histoire très très complexe de l'Afrique et de l'Europe. Voilà. Maintenant, j'ai cherché à savoir le nombre de morts qu'il y a eu, les victimes qu'il y a eu, parce qu'il y a eu beaucoup de victimes quand même. Beaucoup de personnes sont mortes pour ça, beaucoup de personnes. Vous voyez, mais c'était difficile d'avoir des chiffres exacts. Donc, il est difficile d'obtenir des chiffres précis sur le nombre de victimes liées à la culture du coton pendant la période coloniale. Les archives sont souvent incomplètes et les chiffres varient selon les sources, ça aussi il faut le dire. Mais cependant, il est quand même très clair que les pertes humaines étaient très énormes, étaient considérables, étaient énormes. Voilà. En raison, bien sûr, évidemment, des personnes qu'on tuait, parce que quand tu refusais, on te tuait, mais les conditions aussi de travail étaient inhumaines. Les conditions de travail étaient inhumaines. Et puis, il y avait beaucoup de gens qui tombaient malades. Beaucoup de gens mouraient à la suite des maladies. Et il y avait beaucoup de répression très violente. Et quand les gens se révoltaient, on les tuait aussi. Donc, c'était pas du tout facile. C'est une histoire très sombre. En tout cas, moi, à mon avis, ce que je pense par rapport à cela, c'est que l'Afrique doit tout faire pour essayer de trouver des avocats. On doit monter, faire des montages, trouver des avocats pour vraiment porter plainte à l'ONU, je ne sais pas où. C'est-à-dire, il faut engager des actions, pour des réparations par rapport à tout ceci. C'est quand même important. Hein. Et puis pour finir, je vais juste vous parler de l'or, les notes que j'ai eu à prendre quand même. L'or, vous savez, depuis les années, la première mine d'or qui a été ouverte ici au Mali, si je ne me trompe pas, c'est en 1985, je crois bien. Voilà, c'est en 1985 que la première mine a été ouverte. La première mine d'or, elle a été ouverte en 1985. Et tenez-vous bien,
de ce jour à aujourd'hui, on évalue à peu près, hein, on évalue à plus de 800 tonnes d'or. 800 tonnes d'or, 800 à 1000 tonnes d'or qui ont été dérobées, quoi. Dérobées de chez nous ici au Mali. Vous voyez, sur après 40 ans, quoi, 40 ans, 50 ans. Hein, voilà. Donc ça fait des milliards, des milliards et des milliards perdus comme ça. Hein, voilà, donc c'est quand même dommage. Si je ne me trompe pas, quand même, je pense très bien. Je pense que la première mine d'or au Mali, qui a été, selon mes recherches, hein, qui a été ouverte, c'est la mine de Kalana. Kalana qui a été ouverte en 1985. 1985, voilà. Et son nom, c'était la société des mines de Kalana, Somika. Voilà. Et par finir, elle a été utilisée, elle a été exploitée par Endeavour Mining. Et voilà. Et là aussi, ce sont les Canadiens, une fois de plus, hein, ce sont les Canadiens encore. Voilà. Et puis, globalement, notre or aussi, il y a beaucoup d'or qui sont partis, beaucoup d'or qui sont partis. Aujourd'hui, il y a des pays qui essaient de se mettre avec nous maintenant, parce qu'ils voient que, bon, il n'y a pas d'autre moyen, il faut se mettre avec le Mali, parce que le Mali a décidé de s'assumer en matière d'or. Il y a des pays tels que les Émirats Arabes Unis, qui, par plusieurs canaux, parvenaient à avoir de l'or. Et maintenant, ils ont vu que bon, c'est mieux de traiter directement avec l'État malien. Bah, tant mieux. Voilà. En tout cas, par rapport à tout cela, moi je crois qu'il faut qu'on trouve des moyens pour porter plainte contre ces gens-là, pour qu'il y ait réparation. Voilà. Merci les amis et à bientôt.